vous voyez jamais le personnage décrire la manière dont il fait. Il le fait, c'est tout. C'est le meilleur moyen de prouver ce que vous prétendez. Mais là, vous prétendez rien. Si par exemple je tords les cuillères, je vais pas dire regardez, je vais me concentrer, et par la force de ma pensée, je vais faire chauffer le métal et les molécules vont se réaligner et puis ça va permettre de faire ça. Non, je prends la cuillère, je fais ça et elle se tord, c'est tout. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté du coup l'interview. Et pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter en fait, parler un petit peu ton parcours du moment où tu as découvert du coup la magie et le mentalisme et jusqu'à aujourd'hui. Alors assez rapidement, on y reviendra si jamais, mais voilà. D'accord. En combien? En 15 secondes, une Comme tu minute, veux, 5 comme minutes? tu veux. Non mais Ok. Bon, bah moi j'ai commencé la magie à 14 ans pour draguer. Et puis j'avais pas compris qu'il fallait un petit moment pour être bon, donc ça a pris un peu de temps. Voilà, j'ai 33 ans aujourd'hui, donc ça va faire presque 20 ans maintenant. Quand j'ai eu, quand j'ai, à 20 ans, je me suis orienté vers une carrière dans l'immobilier, donc j'ai fait des études pour ça. Et puis en fait, bah, du coup, le simple fait d'être commercial, ça a fait que je me suis intéressé naturellement aux techniques de vente, de manipulation, et a commencé à naître mon intérêt pour le mentalisme. Donc je me suis intéressé à plein de sujets à partir de ce moment-là. Donc la magie toujours en continu, mais aussi bah, la séduction, la psychologie, un tas de choses. Je me suis intéressé justement aussi au paranormal, aux croyances de manière générale. Et depuis 4 ans, je m'intéresse énormément justement à tout ce qui est éducation populaire, esprit critique, autodéfense intellectuelle. Donc, j'ai pu ramasser tout ce que j'avais fait en fait ces dernières années, faire le tri dans ce que entre connaissances et croyances justement. Et voilà, donc aujourd'hui, je fais du mentalisme en spectacle. Ça, c'est mon activité principale en événementiel. Je conçois aussi maintenant des comment dire, j'ai commencé depuis 2019 à faire des conférences pour les magiciens. Donc en parlant de mon travail, justement, les idées que j'avais trouvées. Depuis, je dirais, ouais, 2-3 ans, j'ai plus d'idées que j'en ai besoin. Et surtout des idées aussi qui ne me conviennent pas. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a des idées qui sont très bien, mais pour d'autres, parce que c'est pas mes thèmes de prédilection ou ça correspond pas à mon personnage. Donc, je trouve toujours dommage une idée soit pas exploitée. C'est un peu comme des enfants. Voilà, donc tu as envie de les voir grandir et puis voilà, quitte à ce soit justement exploité par quelqu'un d'autre et que ça devienne quelque chose. C'est toujours dommage, je trouve, quand une belle idée euh, n'est pas réalisée, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc il y a ça. J'ai le projet avec un ami là de sortir pas mal de choses pour des magiciens et pour des mentalistes là pas dans les mois à venir vu qu'on a une petite épidémie de coronavirus, mais oui, enfin prochainement. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire? Je suis passionné de techniques de mémorisation, donc je fais aussi des conférences sur la mémoire, des ateliers aussi, et voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. ok. Ah bah ouais. Du coup, aujourd'hui, tu fais principalement du mentalisme. Donc, comme Ouais. tu as dit, tu as commencé avec la magie. Euh, on va dire, t'as appris comment au départ, du coup, parce que tu dis, j'ai appris et je pensais que ça allait pas durer, voilà, que ça allait pas demander du temps pour apprendre, du coup, la magie, que directement, c'était faisable. Du coup, t'as appris comment la magie, en fait. Oh bah moi je me suis rendu à l'époque à l'Académie de magie de Georges Le Proust, Ok. voilà, à Saint-Paul dans le Marais. Et donc c'est là que j'ai pu voir bah, le coin à l'époque. C'est là où il y a les automates aujourd'hui. Il y avait le coin pour le public ou pour les débutants. J'ai acheté mes premiers tours de magie ici. J'ai vu mon premier spectacle de magie ici également. Et avec mon petit frère, on a commencé en même temps, qu'il a 2 ans de moins que moi. On a acheté les cassettes vidéo à l'époque de Pierre Sweeton, voilà, sur le close-up, sur la magie des cordes, les balles mousses, et puis on était mordus, quoi. Pendant 2 ans, non-stop, je venais tous les week-ends, je venais à l'Académie de magie. Et je me souviens aussi que j'ai fait de très belles rencontres là-bas, parce qu'à un moment donné, j'avais le droit de passer dans le coin professionnel, qui était l'autre coin. J'ai fait une des plus belles rencontres dans ma vie, qui est Jacques Tando, qui est qui est décédé maintenant aujourd'hui en 2013 et qui était vraiment un ami.
un ami, un mentor. C'est quelqu'un qui m'a énormément appris. J'ai rencontré aussi Sylvain Soubustri, qui est toujours un ami. Et donc voilà, qui m'ont appris une manière de penser. Surtout, on rigolait énormément. Et puis c'est eux aussi qui m'ont traîné la première fois dans des restaurants. Je ne savais pas manger avant. Donc voilà, ils m'ont appris le goût des bonnes choses. Ok. Et donc, du coup, après la bascule, alors est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore de la magie ou c'est vraiment principalement axé sur le mentalisme? En spectacle, je fais plus de magie. Dans un cadre professionnel, non. J'en fais en cadre informel pour des amis, parce que en fait, c'est ça en fait, on peut distinguer un amateur, un professionnel. Je pense à ça. J'avais vu cette phrase et je la trouve très pertinente. Un amateur, c'est quelqu'un qui fait des effets différents à un public qui est toujours le même, et un professionnel, c'est quelqu'un qui fait les mêmes effets à un public qui est tout le temps différent. Et du coup, mon répertoire en situation professionnelle, il est rodé. Il a plus de place pour la magie maintenant. Mais du tout, dès que je sors de ça en situation informelle ou pour des amis, du coup, je vais chercher dans des choses que j'ai pas encore faites. Et du coup, j'aime bien revenir à la magie. Ok. Voilà. Et voilà, la question, c'est, je vais aborder avec d'autres personnes, c'est selon toi, est-ce que, mettons sur une prestation, on peut mêler magie et mentalisme ou alors il faut vraiment avoir que le mentalisme et pas présenter de magie? Quel est ton avis sur ça? Alors, j'ai pas un avis, j'ai plusieurs avis là-dessus. Bon, ben, Voilà, ça dépend évidemment de la personne, ça dépend du style, ça dépend d'un tas de critères. Ça dépend d'un tas de critères. Aujourd'hui, le mot mentalisme, je trouve que il prête à confusion pour le public. Du coup, j'ai pas de problème à dire que je suis illusionniste et après faire que du mentalisme. Moi, ça me pose aucun problème. Donc, c'est tout à fait compatible. Un répertoire mix, c'est tout à fait possible. Ça dépend de votre attention. Ça dépend aussi de votre niveau. C'est-à-dire que si les expériences de mentalisme que vous faites, elles sont à la hauteur de vos effets de magie, ce sera juste pris pour des effets de magie. Et du coup, si vous voulez opérer une différence entre les deux, si vous voulez faire croire que vous êtes doué pour lire les micro-expressions, détecter le mensonge, ou lire dans les pensées, ou voir l'avenir, ça dépend. Il y a deux registres en mentalisme, hein, tu le sais. Il y a comment dire, tout ce qui est paranormal, et aujourd'hui une présentation plus à la mode qui est le comportementalisme, plus psychologisante. Tout dépend de l'intention que vous avez. Voilà. Donc, on peut le faire, mais il faut savoir le faire. C'est-à-dire que quand tu veux, je dirais pour quelqu'un qui fait de la magie et qui commence à introduire du mentalisme, de toute façon, euh, t'as un moment de transition. Tu peux pas passer sur un répertoire tout mentalisme, hein. Et là, je parle qu'au niveau amateur. Au niveau professionnel, c'est encore différent. Du coup, tu as une période de transition où tu as un répertoire mixte. Mais du coup, des effets de mentalisme sont pris pour des effets de magie la plupart du temps. Pour être crédible, il y a plein de choses à mettre en œuvre. Il faut déjà se cultiver, savoir de quoi on parle. On va prendre les sujets séparément. Par exemple, la détection de mensonges. Au départ, quand on commence à s'intéresser au sujet, on a les mêmes idées reçues que le public. Donc, par exemple, les mouvements oculaires ou le fait qu'on regarde droit dans les yeux ou qu'on se gratte le nez ou ce genre de choses. Du coup, on va les utiliser. Le public va se reconnaître là-dedans, mais en fait, ça marche que sur une partie du public. Et vous allez très vite vous confronter à la réalité de gens qui seront sceptiques sur vos méthodes parce que le discours est moyennement convaincant. Donc, il faut commencer à se renseigner. Quand on commence à se renseigner, déjà, on ne sait pas forcément se renseigner, donc on peut aussi se renforcer dans l'erreur, commencer à étudier des choses qui sont fausses, des choses qui sont vraies, un mélange de choses vraies et de choses fausses. Donc là, on va partir sur ce qu'est la méthode scientifique, mais bon, je pense que ce sera un autre sujet pour plus tard. Donc voilà, donc c'est compliqué tout ça. Et du coup, pour être crédible, il faut s'intéresser à un sujet. Moi, aujourd'hui, j'aime bien dire le mentalisme, un mentaliste plutôt, c'est quelqu'un qui, en étudiant un sujet pendant 5 ou 10 heures, peut donner l'illusion d'une pratique de 10 000 heures. C'est ce qu'on retrouve par exemple pour la mémoire ou pour le mensonge. Moi, si je vais prendre par exemple justement la détection de mensonge, je vais rester sur cet exemple-là. Si je l'ai 10 heures, c'est le temps de lire deux bouquins, regarder quelques vidéos sur le sujet. Ça me suffit pour faire une connaissance sommaire et ça me suffirait pour créer des illusions convaincantes sur la détection de mensonges et donner l'illusion que j'ai 5 ou 10 000 heures d'expérience de pratique pour réellement détecter le mensonge. Voilà. ok. Là, je parle pas de ce que je fais, hein. Je parle de la manière générale, comment est-ce qu'on peut appréhender ce type de choses. Voilà. Alors, tu as répondu un petit peu parce que je pose la question pour les magiciens. Du coup, comme on parle mentalisme, je vais te la poser, même si tu as un peu répondu, mais peut-être que tu développeras un peu plus.
C'est Ouais. pour toi, du coup, qu'est-ce qu'un bon mentaliste? Ah, bah, je pense, dès qu'on me pose cette question, tu sais, je pense aux inconnus, le bon et le mauvais chasseur. Oui, ben, Et, forcément. et en fait, c'est moins parodique qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'effectivement, le bon et le mauvais mentalisme, on peut pas résumer ça en une ou deux phrases. C'est une question de pratique, ça dépend aussi sur quel niveau on se situe. Si on parle d'un point de vue éthique, bah, le bon et le mauvais mentalisme, ça se reconnaît justement à la franchise qu'il a avec son public, à sa capacité à assumer ce qu'il est. À savoir un illusionniste avec peut-être quelques sujets d'intérêt comme la mémoire, le mensonge, etc., mais toujours un artiste de spectacle. Si on se place d'un point de vue technique, ça, il faut que les magiciens comprennent que le mentalisme a ses propres bases. Beaucoup de magiciens qui pensent que la base du mentalisme, c'est la levée double. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. La base du mentalisme, on a des ouvrages très bien, comme par exemple les 13 marches du mentalisme de Corinne. Et vous voyez que c'est complet, c'est long. En fait, le mentalisme, notamment les techniques de petit papier, moi, c'est vraiment une de mes spécialités. J'ai beaucoup travaillé les techniques de petit papier. T'imagines pas le nombre de terrasses de café que j'ai noyées sous des montagnes de petits papiers. Vraiment, je pouvais rester pendant une heure à faire des center tirs et des échanges de petits papiers à une terrasse de café. J'avais un tas, mais vraiment énorme de petits papiers sur la terrasse. Les salariés me regardaient, ils comprenaient pas, quoi. Et, euh, et donc, ça demande énormément de pratique. Et en fait, si la plupart des magiciens font de la carte magie, il faut considérer les bases du mentalisme comme aussi essentielles que les bases de la carte magie. Oui, aujourd'hui, par exemple, en carte magie, il y a plein de méthodes qui permettent justement de faire des tours très impressionnants sans aucune technique. Mais on sait très bien que la technique nous apporte une manière de penser, une manière de concevoir les effets et qu'elle peut justement arriver des fois à un meilleur résultat que le gimmick ou on peut utiliser un jeu à forcer, mais on peut aussi être très bon au forçage avec le forçage classique. Et à ce moment-là, quelqu'un qui est excellent avec un forçage classique ne sera jamais pris au dépourvu et aura peut-être le même résultat ou quasiment le même résultat que quelqu'un qui utilise un bon jeu à forcer. Parce qu'il y a des bons jeux à forcer et des jeux à forcer qui sont moins convaincants. Euh, voilà, mais bref, donc ouais, l'étude des bases du mentalisme, c'est la même chose que la levée double, que le tilt, qu'un contrôle, qu'un forçage. Ça demande le même niveau d'attention et le même temps. Ça demande beaucoup de temps de maîtriser les bases du mentalisme. Ouais. Du coup, j'en profite pour Ah oui, rebondir sur ça. pardon. Mm. Non, vas-y, vas-y. Ouais, Si... du coup, je vois que j'ai un peu esquivé la question du bon et du mauvais mentalisme. Donc, il y a le niveau technique. Un bon mentaliste, c'est déjà quelqu'un qui a le niveau technique. C'est comme un bon cartoman. Il doit avoir ce niveau technique-là parce que ça permet une compréhension par la méthode, on comprend un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire du center tier pour prendre connaissance d'une information, mais savoir faire un center tier, c'est vous mettre dans la peau d'un voyant du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour être convaincant et tromper la personne à qui il faisait son center tier. Ça permet de comprendre un paquet de choses, en fait. Ça a été créé dans ce contexte-là. Et c'est un peu comme c'est un peu comme la triche. Je veux dire, la magie et la triche sont assez différents, comme la magie et le mentalisme. Il y a énormément de passerelles, de points communs, mais dans l'intention, dans la réflexion, c'est différent. On voit tout de suite un magicien qui a étudié la triche, mais qui a jamais été à une table de poker. C'est pas, enfin, je connais plein de magiciens qui ont étudié plein de techniques de triche. Et c'est pas un secteur que je connais très bien, hein. Mais par exemple, moi j'ai un ami qui est tricheur, enfin qui a vraiment triché, qui a gagné de l'argent avec ça. Je n'ai pas de réflexion éthique là-dessus. Mais voilà, il sait ce que c'est. Et du coup, il me disait, non, mais en fait, la plupart des techniques qui sont étudiées par les magiciens pour de la triche sont absolument inutiles. En fait, moi, je me souviens, je me suis intéressé au poker il y a à peu près 2 ans. Je commençais le poker et j'étais dans un bar. Et quelqu'un qui me parlait de poker, il disait, il adore ça et tout. Et moi, je voulais frimer. Je dis, ouais, moi, je suis bon au poker aussi. Alors que bon, je connaissais juste les règles. J'avais fait 2 parties dans ma vie. Et j'avais un jeu marqué. Donc j'avais un avantage considérable sur lui. Sauf que pour pas me faire griller sur le marquage, je regardais de temps en temps, je faisais attention à pas trop regarder trop longtemps les cartes, sinon c'est grillé. Et j'utilisais ça à chaque fois quasiment. Et donc je me suis pas fait griller. Et on était que deux, hein. Donc c'est une partie simulée et il y a pas eu d'argent. Et ben en fait j'ai gagné à peine plus de 50% des parties parce que j'avais un vrai joueur en face de moi.
Et pourtant, j'ai utilisé le marquage, j'essayais de voir, mais des fois, il me laissait pas voir ses cartes ou j'arrivais pas à voir suffisamment tôt la carte qui était sur le flop. Donc, c'est là que tu vois. Et aujourd'hui, je joue au poker. J'ai fait beaucoup de parties. Je joue aussi en ligne. Tu me donnes un tout petit avantage, même pas un jeu marqué. Juste le fait de connaître une carte dans le paquet de mon adversaire ou la dernière carte qui va sortir, ça devient, je peux vraiment en faire quelque chose de cet avantage parce que je saurais comment l'exploiter. Voilà, Ouais, d'avoir été sur la triche. Ouais. Et du coup, pour le mentalisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que comme ça vient des médiums et des voyants de la fin du 19e siècle, qui étaient des charlatans, il y a une mentalité qui est différente de celle d'un magicien. Le meilleur exemple, c'est pour les petits papiers, d'un point de vue technique. Quand on commence la magie, souvent on essaie de voir la magie des pièces pardon, l'échange de petits papiers comme un prolongement de la magie des pièces qu'on connaît. On essaie de rattacher des choses qu'on connaît. Sauf que quand on fait des techniques de pièces, le magicien, il a toujours une chorégraphie. C'est un peu maniéré parce il cherche inconsciemment une forme d'esthétisme qui peut être une plus-value en magie hein, ou une moins-value. Ça dépend de la philosophie qu'on a derrière. Sauf que ça marche pas du tout en mentalisme. Vous pouvez pas faire des beaux changes de papier en mentalisme. Le change de papier, il y a une mentalité qui est complètement différente à ce moment-là. oui. Voilà. Bah après, ça se recoupe, enfin, pour moi, ça se recoupe aussi avec la magie et tout, mais après, c'est normal. Mais par exemple, en parlant des différents. C'est vrai que moi, souvent, je dis il y a enfin, il y a quatre gros blocs, enfin, quand j'explique, c'est que tu as la technique, Mmh. tu as la présentation, tu as la structure, et après, tu as tout ce qui va être enfin, utilisation du corps et compagnie. Mais du Mmh. coup, après, ça revient exactement pour le mentalisme. Du coup, c'est exactement pareil. Et pour les cartes aussi, c'est pareil. Il y en a qui vont utiliser des techniques. En fait, ils vont réfléchir à, il faut que j'utilise cette technique pour faire tel effet, mais ils vont pas réfléchir en fait du point de vue du spectateur en fait. Et c'est ça le problème. Et la question que j'allais te poser par rapport tout à l'heure, avant que tu continues, c'est est-ce que selon toi, du coup, les choses, bon, tu as parlé de Corinna, mais les choses vendues pour je dis magicien mentaliste, enfin, on va dire en boutique spécialisée, est-ce que Ouais. c'est vraiment adapté ou est-ce qu'il y a encore des manques selon toi sur voilà pour apprendre le mentalisme? Mmh, bah, enfin, pour moi, le bon mentalisme est dans les livres, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, moi, j'ai commencé il y a 19 ans. Je sais pas, t'as commencé quand la magie? Ouais, il y a 15 ans, 15 ouais, 15 Ouais, 15 c'est ans. ça. Donc, on est ouais, pratiquement de la même génération. Donc, t'as commencé avant YouTube. T'as commencé Oui, oui, bah oui. avant l'inflation des DVD, quoi. Voilà. Et le bon mentalisme, il est dans les livres. Vraiment, enfin, pour résumer ma pensée, c'est ça, quoi. Donc, il y a plein de vidéos aujourd'hui. La manière dont quand on accumule le savoir est très différente. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Donc, je t'ai parlé de Sylvain Solustri et Jacques Tandeau. Une autre personne qui m'a inspiré dans le mentalisme et qui me disait que le savoir auquel j'avais accès aujourd'hui, mais c'est tellement incommensurable par rapport à ce que lui avait accès il y a quelques années. Surtout en mentalisme, c'était beaucoup plus secret que la magie. Et donc il y avait quelques revues comme The Jinx, enfin ou des publications comment ça s'appelle le Secret là à Londres. Ouais, c'est ça, le Secret, je sais plus. Un club de mentalisme en Angleterre. Enfin bref, il y avait très peu de publications. Du coup, en fait, évidemment, on prenait beaucoup plus de temps pour les réfléchir, les adapter. Tout n'est pas bon, hein, certainement pas. Euh, mais, euh, mais du coup, la manière dont on apprend les choses fait que justement, on s'en sert différemment. Je sais pas si je suis clair. Oui, ben oui, j'en parlais. Enfin, après, je sais pas si c'est ça, mais c'est la vitesse aussi. C'est-à-dire que, comme je disais hier, enfin, dans une Ouais, autre interview, c'est que on est passé de l'apprentissage et l'assimilation à la consommation aussi. Ce absolument. qui fait que, du coup, comme c'est rapide, il y a tellement de choses et que la personne veut voir tout, mais elle prend pas le temps de se focaliser sur quelque chose et d'aller décortiquer, lire plusieurs fois parce qu'il va y avoir différentes lectures. Mmh. Donc, Et c'est difficile de le reprocher à un débutant parce que je deviens comme ça aussi. C'est ça qui est terrible. Sauf que j'ai une base assez solide qui me permet effectivement de faire du tri beaucoup plus rapidement. Mais je me le reproche aussi à moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être capable en une semaine de voir 3 conférences de 3 heures de magiciens de mentalisme différents. Et dire, non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Ah, ça c'est intéressant. Et puis j'oublie très rapidement. C'est impressionnant justement. T'as raison, on est absolument dans la consommation.
Donc, on a plus de chances en quantité de tomber sur des pépites, mais aussi on rate aussi beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que je relis aujourd'hui enfin, il y a des livres que je relis tous les ans et avec une lecture différente. Je pense que voilà, t'es pareil. Et on y trouve de nouvelles choses à chaque fois, mais du coup, ça, ça, ça montre bien tout ce qu'on rate quand on fait un tri très rapide justement des effets. Et en plus, on est beaucoup plus sensible à la présentation, c'est-à-dire qu'on s'imagine beaucoup moins comment l'adapter. C'est-à-dire que quand on fait de la consommation comme ça, on est séduit avant tout justement par la présentation de l'interprète. Il faut beaucoup de recul, beaucoup d'expérience pour se dire ah oui, ça je peux en faire ça, ça et ça. Ça demande un minimum de réflexion. Et évidemment, plus on a d'expérience, plus cette réflexion elle est instinctive, elle est rapide, mais on rate forcément énormément de choses. Et du coup, ouais, par rapport aux ressources, ce que je disais, en fait, c'était entre les ressources voilà, qui sont disponibles dans les boutiques spécialisées et toutes les ressources qui vont faire appel au comportement, PNL, etc., qui ont été, on va dire, qui ont été créés dans un autre but ou voilà. C'était plus dans ce sens-là, en fait. Parce que je pense qu'il y en a, alors peut-être au début, mais qui s'orientent uniquement sur les ressources spécialisées qu'on va avoir dans les boutiques spécialisées et pas aller chercher ailleurs d'autres informations qui peuvent du coup être utiles et nécessaires. D'accord. Ah, tu parles des outils, ouais, des outils de développement personnel, entre guillemets, des vraies techniques de mentalisme, c'est ça dont tu veux parler? Ouais, enfin, et tout Ouais, ce qui est comportemental, ouais. mental. Alors, comment dire? Moi, j'ai passé, je pense, beaucoup de temps à étudier vraiment tout ce que je pouvais, parce que ça me passionne. En fait, tout ça sont des disciplines vraiment intéressantes. J'en reviens justement à ma définition du mentalisme, c'est que le mentalisme, ça n'existe pas. C'est un mot fourre-tout. Ça, je pense que il y en a de plus en plus justement qui le disent de cette manière-là. Et c'est un ensemble de disciplines auxquelles on pourrait consacrer une vie dans chacune. Si je prends la mémoire, si je prends le mensonge, si je prends l'hypnose, si je prends l'illusionnisme, tout ça sont des domaines dans lesquels on peut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc le mentalisme n'existe pas, ce sont une accumulation de savoir et de croyances également, malheureusement aussi, parce qu'en fait beaucoup d'artistes véhiculent leurs propres croyances à travers justement des spectacles de mentalisme. Donc il y a, je pense par exemple justement le non-verbal est énormément rempli de croyances. Je pense par exemple justement à la synergologie, qui est une pseudo-science qui est une fiabilité plus que douteuse. Je connais plein de magiciens qui sont intéressés à ça justement pour donner du crédit justement à leur discours et qui croient à ça en fait, qui croient sincèrement qu'on peut deviner un mensonge. Là, tu viens de te gratter le nez d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai des allergies. Et si je suis comme ça aussi, on le voit. Et ouais, ouais, non, mais bon, après, ouais, c'est un long débat. Il faut parler justement de comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait, qu'est-ce que c'est qu'un savoir fiable. Tout ça demande énormément de temps, de la pratique. Ouais, c'est compliqué. Non, en fait, surtout pas de pratique d'ailleurs, justement, parce que quand on pratique quelque chose, non, je m'explique. Si par exemple je m'intéresse à la synergologie et que je la pratique, je vais trouver que ça marche. Parce qu'en fait, j'ai envie de croire que ça fonctionne. Donc, plus vous pratiquez, plus vous devenez croyant et plus votre confiance va augmenter. Ce qui fait que, en fait, vous verrez pas que vous faites pas mieux que le hasard et que vous avez que des biais de confirmation. C'est-à-dire que voilà, de temps en temps, je vais effectivement voir un mensonge. Et la personne va dire, ah putain, c'est incroyable, t'as deviné que je mentais, etc. Bon, mais c'est qu'une confirmation qui va me renforcer dans cette croyance-là, alors qu'en fait, bah, il y a une chance sur deux que tu mentes ou que tu mentes pas. Donc, et on passe à côté toutes les fois où j'ai eu tort, toutes les fois où justement ces indices de confirmation, les soi-disant spécialistes de l'analyse du non-verbal, ils cherchent des indices de confirmation en permanence. C'est-à-dire que quand il y a un indice qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a toujours une bonne excuse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Donc enfin, bref, donc ça marche pas. Donc le fait il faut quand on veut savoir si quelque chose est réellement efficace, il ne faut pas le faire d'un point. L'expérience personnelle, c'est pas une bonne évaluation. Moi, j'ai un ami justement avec qui on a beaucoup de discussions. Il me dit non, mais tu devrais essayer pour te rendre compte toi-même si ça fonctionne ou pas. Non, non, c'est pas moi qui suis novice dans un domaine qui vais décider si ça fonctionne ou pas.
C'est une croyance. C'est-à-dire que justement, justement, il y a plein d'outils. La science est là pour nous dire justement ce dont on a prouvé que ça fonctionnait ou ce dont on n'a pas réussi à prouver que ça fonctionnait. Et du coup, bah, on peut se servir de ce savoir pour gagner beaucoup de temps et aller justement sur des choses qui sont pas perdre de temps avec ce qui est pas efficace et aller directement sur des choses qui sont prouvées efficaces, tu vois. C'est un peu comme les médecines. Il y a pourquoi se préoccuper de médecines qui n'ont pas réussi à prouver leur efficacité au-delà de l'effet placebo, alors qu'on a des choses qui marchent, quoi, et qui et voilà. Enfin, je veux dire, on a peu de temps sur cette planète, tu vois ce que je veux dire. Donc, autant consacrer le peu de temps qu'on a justement à étudier des choses qui sont déjà prouvées. Ok. Ouais, après, Ouais. c'est chacun Mm. qui a Bah, son avis sur ça. Mais après, ça me fait penser toujours le parallèle. Tu dis que le mentalisme n'existe pas, la magie n'existe pas non plus. mm. Et en fait, souvent, on parle de magie, c'est que la seule chose qui va créer donc la croyance, c'est en fait la perception que va avoir la personne en face, en fait. Et tout le travail, ça va être de travailler sur cette perception-là pour faire en sorte qu'on crée, même si ça n'existe pas, la magie. Ou après, je sais pas, voilà, quel est ton avis sur ça, mais Mm. Sur la perception des gens, oui, bien sûr. Euh, Bah, en fait, je pense qu'il faut magicien, mentaliste, tricheur, etc. Enfin, moi, je me définis maintenant. Je dis pas bonjour, je suis mentaliste. Je dis bonjour, je suis artiste. Voilà, donc c'est simple. Et après, donc je suis un artiste qui fait du mentalisme, mais je suis un artiste. Donc voilà, j'ai dit ce que j'étais. Je suis un artiste, c'est un comédien, c'est voilà. Enfin, je veux dire, je peux pas. Ça m'évite de me prendre au sérieux justement et d'aller de conforter la croyance de la personne. Euh, à revenir sur ce que tu disais, tu faisais une séparation entre la présentation, la technique, la structure et je sais plus ton quatrième point. c'était tout ce qui était le corporel. Après, bon, il y avait la mise direction aussi. Mais là, Ouais, c'était plus sur, ouais. ouais. Parce que ça m'a dans un coin de la tête. C'est à mon sens, c'est très efficace de se séparer comme tu le fais pour bien distinguer chacun de ces points et pouvoir les travailler séparément. Euh, mais aujourd'hui, par exemple, pour moi, la technique et la présentation, je fais aucune distinction. C'est un peu comme l'esprit et le corps. Aujourd'hui, on sait que l'esprit et le corps, c'est pas deux choses, c'est une seule chose. Et ben pour moi, la technique et la présentation sont une seule et même chose, parce que c'est la technique qui me permet de faire la présentation que j'ai envie. Enfin, je le vois vraiment comme une globalité. Mais en Meilleur fait, exemple que j'ai de ça, ouais, quand je dis ça, les quatre, pour ouais, moi, par exemple, alors je parlais ça en magie parce que je le présente bien sûr, en magie, mais pour moi, ces quatre points-là, ils sont tous ensemble. Et c'est juste de bien distinguer sûr. pour que les personnes, en fait, comprennent que, ben, mettons, un tour, c'est pas que la technique. Il y a de la technique, mais en fait, c'est les quatre blocs qui permettent d'avoir quelque chose de puissant, quoi. Oui, oui, complètement. Mais je trouve que vraiment séparer pour étudier, c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de magiciens qui séparent, qui le séparent vraiment, en fait, Ouais, ouais, qui d'accord. pensent que, d'ailleurs, on voit ces débats stériles entre justement technique et présentation, notamment chez les cartomanes. Ce qui compte, c'est la présentation. En général, les mecs qui disent ça, ce sont des mecs qui n'ont pas de technique. Et d'autres qui disent non, mais la présentation, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est les faits et la technique. Alors, en fait, non. Voilà, c'est des débats vraiment stériles et inintéressants. Le meilleur exemple, c'est de prendre justement des artistes complets. Je pense à Gauchman ou à Danny Ortiz. C'est de cette manière-là que c'est le plus frappant. Euh, Danny Ortiz ou Albert Gauchman, oui, si vous connaissez pas son travail, parce qu'il y a moins de vidéos de Gauchman que d'Ortiz, Ouais, donc il y en a quelques-unes, mais bon, pas voilà, il y en a énorme. quelques-unes, mais faut le connaître et faut aller le chercher. Et pour la nouvelle génération, c'est pas forcément quelqu'un de connu. Et c'est dommage parce que si vous connaissez pas Albert Gauchman, tapez ce nom sur YouTube et regardez ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Euh, toute la, tout son spectacle vient de son personnage. Je veux dire, la technique qu'il utilise et ce sont des personnages, les deux personnages sont des personnages assez expansifs, assez, il y a une certaine bonhomie. Ils ont des mouvements assez larges et c'est ça qui leur permet de passer l'essentiel de leur technique. Juan Tamariz, c'est pareil. Toute sa technique découle de son personnage. Moi, je me souviens, j'ai vu des DVD de Danny Ortiz, je trouvais ça extraordinaire en carte magie. Il y a certaines techniques que j'essayais et qui fonctionnaient pas parce que
mais pas d'un point de vue technique, ça fonctionnait pas parce que la misdirection nécessaire pour passer ce type de technique, fallait que j'ai le personnage adéquat pour ça.